Maxime, bonjour tout le monde. Vraiment, c'est super génial de votre part de tous être présents aujourd'hui alors qu'il fait si beau. Donc, comme Maxime l'a dit, on va parler de gestion des eaux pluviales en milieu urbain parce que oui, ça arrive parfois qu'il pleut au Québec malgré ce qu'on peut observer ces temps-ci. Et puis, je vais me concentrer aussi surtout sur l'impact en termes de qualité de l'eau, donc l'impact de ces eaux urbaines de ruissellement sur les cours d'eau et comment on peut réduire cet impact sur les cours d'eau. Donc, j'aimerais souligner que la présentation aujourd'hui, c'est vraiment le résultat d'un travail d'équipe. Donc, mes collaborateurs très étroits qui collaborent avec moi sur ce projet, les profs Geneviève Pelletier et Paul Lessard de l'Université Laval. Il va y avoir aussi des résultats d'étudiantes à la maîtrise de l'INRS, de l'Université Laval, pardon, et d'une étudiante au doctorat à l'INRS. Donc, je remercie toutes ces personnes-là, pour leur collaboration vraiment très agréable. Ça rend le travail du plaisir, finalement. Et puis, aussi pour m'avoir fourni du matériel pour préparer cette présentation-là. Donc, étant donné qu'on a quand même une diversité de personnes ici qui assistent au webinaire, je vais faire quand même une courte introduction là, sur la gestion des eaux en milieu urbain avant de passer à nos cas d'application et nos résultats. En fait, pourquoi en milieu urbain, on doit gérer les eaux pluviales? Bien, dans un premier temps, c'est assez facile à comprendre que si on ne le faisait pas, bien, à chaque fois qu'il pleut dans nos villes, on aurait ce genre de situation qui arriverait. On voit en bas une image de Montréal. Pour ceux qui sont de Montréal, vous connaissez peut-être l'endroit. Eh bien, quand ce genre de truc-là arrive, on n'est pas content. Donc, on peut imaginer que si ça arrivait à chaque fois qu'il pleut, ce serait vraiment pas pratique. Donc, dans les villes, qu'est-ce qu'on a fait historiquement pour gérer les eaux de pluie? C'est qu'on est venu construire des réseaux de drainage souterrains pour ramasser les eaux de ruissellement, les eaux de drain de toit, etc. Et puis, depuis les années 80 environ au Québec, ce qu'on fait, c'est qu'on va construire deux réseaux distincts, un pour les eaux usées qui vont transporter les eaux usées à la station de traitement et un pour les eaux pluviales. Et ce réseau-là bien, va amener les eaux de pluie vers le cours d'eau récepteur le plus proche. Et traditionnellement, jusqu'à environ une dizaine d'années, bien, ces eaux-là étaient rejetées sans traitement au cours d'eau récepteur le plus proche, sans traitement donc. Auparavant, avant les années 80 environ, au Québec, on construisait des réseaux unitaires et ailleurs aussi dans le monde. Les réseaux unitaires, ça veut dire un seul réseau qui collecte à la fois les eaux de pluie et les eaux usées. Par contre, ce qui se passe dans les réseaux unitaires en temps de pluie, c'est qu'on a des débordements de mélange d'eau usée et d'eau pluviale dans les cours d'eau récepteurs. Donc, ça demeure quand même une certaine problématique. C'est pour ça qu'on s'est dit à un moment donné, bon, peut-être qu'on devrait faire des réseaux séparés. On n'aurait plus de débordements de temps de pluie. Donc, dans la présentation aujourd'hui, parce que c'est quand même assez court, on va se concentrer sur les réseaux séparés. Les réseaux unitaires, on travaille beaucoup là-dessus aussi dans l'équipe, mais on pourra en parler peut-être une autre fois ou si vous avez des questions. Donc, on va se concentrer sur les réseaux séparés, sachant que depuis les années 80 environ au Québec, en fait, maintenant, c'est vraiment obligatoire, là, tout niveau développement urbain, on doit y mettre un réseau de drainage séparé, donc du sanitaire et du pluvial. Mais on n'est quand même pas au bout de nos peines parce que même si on évite un rejet d'eau usée en temps de pluie en faisant des réseaux séparés, je vous rappelle que toutes les eaux pluviales, à chaque fois qu'il pleut, ces eaux-là sont acheminées dans le réseau puis vont être déversées dans le cours d'eau à chaque fois qu'il pleut. Même s'il pleut juste un petit peu, ça s'en va dans le cours d'eau. Il pleut beaucoup, ça s'en va dans le cours d'eau. Puis, dans la plupart des secteurs, historiquement, là, ces rejets-là ne sont pas traités. Ce qui n'est plus le cas maintenant dans les nouveaux développements, mais dans la plupart des secteurs existants, c'est ce qui se passe. Donc, on n'était quand même pas au bout de nos peines en faisant ça parce que juste le fait de passer d'un milieu naturel à un milieu urbanisé, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on vient imperméabiliser les surfaces, on vient mettre de l'asphalte, on vient mettre des toits, tout ça. Donc, il y a beaucoup plus de ruissellement dans un milieu urbanisé que dans un milieu naturel. En plus, on met des réseaux souterrains pour drainer cette eau-là, cette eau pluviale-là très rapidement. Donc, ce qui fait que même on est en réseau séparé, oui, il n'y a pas de débordement d'eau usée en temps de pluie, mais il y a quand même un apport important d'eau pluviale dans nos cours d'eau à chaque fois qu'il pleut. Donc, beaucoup plus de ruissellement dans un milieu urbanisé que dans un milieu naturel, à cause que c'est imperméabilisé et parce qu'on a un réseau souterrain aussi. Donc, ça fait des débits de pointe plus élevés en cours d'eau, plus d'érosion, plus de risque d'inondation, puis en plus, toutes ces eaux pluviales qui, à l'origine, la pluie, c'est pas très contaminé, mais une fois que ça a ruisselé sur les surfaces urbaines, ça entraîne plein de choses. Donc, vous pouvez voir à droite beaucoup de sédiments, des matières en suspension, des nutriments, huile et graisse, tout ça. Donc, tout ça est transporté avec les eaux de ruissellement et envoyé dans les cours d'eau récepteurs quand il pleut. Donc, c'est pour ça que depuis une dizaine d'années au Québec, ce qu'on préconise comme approche de gestion, là, je vais passer rapidement ici, c'est qu'au lieu de drainer les eaux pluviales rapidement et les envoyer dans le cours d'eau, on va essayer de les retenir le plus possible sur place pour réduire les vitesses, réduire les débits, donc réduire les possibilités d'érosion dans les cours d'eau. On va essayer de l'infiltrer le plus possible aussi.
Donc, ça va faire moins d'eau à gérer, moins d'eau qui va être envoyée dans le cours d'eau, donc ça reproduit plus notre cycle hydrologique naturel. Puis, on va essayer aussi de traiter ces eaux de ruissellement-là pour améliorer leur qualité. Comment on va faire ça? D'un point de vue schématique, je dirais, c'est qu'il y a vraiment une panoplie de solutions qui existent pour faire ça, pour retenir l'eau, pour l'infiltrer, pour la traiter. Et on va combiner des solutions à différentes échelles. Donc, on parle de solutions de type contrôle à la source quand on retient l'eau en amont. Avant que l'eau rentre dans le réseau de drainage, on va essayer de la retenir sur place, l'infiltrer le plus possible, améliorer sa qualité. Ça peut se faire de différentes façons. Là, on peut penser, par exemple, sur un stationnement. On va drainer les eaux de ruissellement ici vers des cellules de biorétention, par exemple. Dans une rue, on peut construire des cellules de biorétention ici dans ce qu'on appelle une saillie végétalisée drainante. Donc, les eaux de ruissellement vont être acheminées ici au lieu d'aller dans le réseau directement. Puis ça a comme avantage aussi de favoriser ce qu'on appelle les rues conviviales. Donc, on vient aussi verdir l'environnement urbain. On vient diminuer la largeur de la rue. Donc, le trafic est ralenti. C'est plus facile pour les piétons de traverser. Donc, ça combine plusieurs avantages. Donc, c'est sûr que ces ouvrages de contrôle à la source sont conçus pour, normalement, retenir les premiers millimètres de la pluie. Donc, ça peut aller jusqu'à 25 mm, par exemple. Et s'il pleut plus, ça nous prend quand même un réseau, encore une fois, pour prendre ces eaux excédentaires-là, puis les acheminer vers le cours d'eau récepteur. Donc, une fois en réseau, on peut mettre en place différentes solutions aussi. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir une conduite qui achemine les eaux très rapidement, on peut utiliser des fossés, des nous, différentes choses. Puis, lorsqu'on est rendu aussi en fin de réseau, c'est-à-dire quand on est rendu à déverser l'eau dans le cours d'eau récepteur, bien, il y a plein de choses aussi qu'on peut faire, rendu à l'exutoire. Quelque chose qu'on a fait beaucoup au Québec dans les 20 dernières années, c'est de construire les fameux bassins d'orage. En fait, vous avez probablement vu ça là, dans les nouveaux, je dis nouveaux, mais les développements au Québec là, depuis les 20 dernières années environ. On va faire beaucoup des bassins d'orage comme ça qu'on appelle des bassins secs, parce que quand il ne pleut pas, ils sont secs. Et quand il pleut, ici, qu'est-ce qui se passe? Imaginons qu'on a le cours d'eau récepteur qui est en arrière ici, ou le pick-up. En fait, s'il pleut un petit peu, tout va bien. L'eau qui rentre va ressortir, va s'en aller dans le cours d'eau. Et on va mettre ici un restricteur de débit à la sortie. Donc, s'il pleut beaucoup, les eaux de ruissellement vont entrer dans le bassin. Le débit qui sort va être plus petit que le débit qui rentre. Donc, l'eau va s'accumuler dans le bassin. Puis, il va sortir tranquillement vers le cours d'eau récepteur. Donc, ça nous permet de réduire les débits de pointe, réduire l'érosion dans le cours d'eau. Ça peut être aussi d'autres choses qui sont un petit peu plus jolies, des bassins à retenue permanente, par exemple. Donc, aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est deux types de solutions qu'on a étudiées. Donc, des solutions de contrôle à la source, une solution de contrôle avant rejet, puis je vais me concentrer sur comment ces solutions-là permettent d'améliorer la qualité des eaux qui sont rejetées au cours d'eau récepteur. Donc, deux exemples de résultats qui ont été obtenus dans l'équipe. Je le répète encore une fois parce que c'est important, en collaboration avec Geneviève Pelletier et Paul Lessard, qui ont travaillé très étroitement sur ces projets et même beaucoup plus que moi dans la première partie des choses que je vais vous présenter. Donc, première partie, une étude d'un système de contrôle à la source. C'est les travaux de maîtrise de Caroline Brodeur-Doucet et Béatrice Pinault qui ont été réalisés à l'Université Laval sous la supervision de Paul et Geneviève. En fait, c'est qu'on a étudié, elles ont étudié ce qui se passait sur le marché public de Longueuil. Et vous voyez ici la représentation du marché public de Longueuil. C'est un marché permanent, donc 4 saisons. Il y a un bâtiment permanent ici. Quand même pas très grand le site, vous voyez les dimensions. Et sur ce site-là, qui a été construit il y a une dizaine d'années, toutes les gouttes d'eau qui vont tomber, de pluie, qui vont tomber sur ce site vont finir par se ramasser dans au moins une mesure de contrôle à la source, sinon plusieurs. Donc, c'est vraiment un projet, je dirais, où on a fait un peu de l'overkill. Il y en a plein des mesures de contrôle à la source. Je vais les passer rapidement juste pour que vous puissiez voir combien il y en a beaucoup. Puis après, je vais me concentrer sur celles qui ont été étudiées plus en détail. Donc, sur le site, un réservoir qui récolte l'eau de pluie du toit, des cellules de biorétention, des noues engazonnés, filtres à sable, des tranchées drainantes, un bassin sec, un bassin à retenue permanente. Et ce qui a été étudié comme chaîne de traitement, c'est toutes les eaux, par exemple, qui tombent sur le stationnement arrière vont être drainées par une tranchée drainante à l'arrière, qui se jette dans un bassin sec, qui, à son tour, par une conduite souterraine, se jette dans le bassin à retenue permanente ici, et qui s'en va par la suite dans l'égout municipal qui est situé à gauche.
Les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ceux de la chaîne de traitement en avant du marché. Donc, toutes les eaux, ou presque, du stationnement en avant vont être drainées. Vous voyez, il y a un terre-plein ici. Donc, les eaux, au lieu d'être drainées dans des épuiseurs traditionnels, puis d'aller dans une conduite souterraine traditionnelle, les eaux qui ruissellent sur le parking vont être drainées vers les cellules de biorétention qui sont là, qui sont dans le terre-plein. Et puis, j'ai un petit schéma ici. Vous voyez la vue en élévation, de quoi ça peut avoir l'air. Les cellules, la tranchée, en fait, le terre-plein, qui est les cellules de biorétention, c'est une petite dépression à surface où l'eau pourrait s'accumuler, du matériel drainant ou un matériel aussi, un substrat qui est choisi de façon à ce qu'il y ait des plantes qui puissent bien y pousser. Et puis, en bout de ligne, l'eau va s'infiltrer, peut aller s'infiltrer dans le sol ou peut être aussi s'échapper via un drain souterrain qui est dans le fond des cellules de biorétention. Donc, nous, on a étudié qu'est-ce qui se passe, comment on peut améliorer la qualité de l'eau grâce aux cellules de biorétention et grâce au bassin en retenue permanente. Donc, ce qui a été fait par Caroline et Béatrice, elles sont venues récolter des échantillons d'eau de ruissellement. Donc, en 1, qu'est-ce qui rentre dans les cellules de biorétention? Des échantillons de ce qui sort par le drain souterrain des biorétentions et ce qui sort du bassin en retenue permanente. Et de l'autre entrée aussi, on est venu récolter des échantillons pour pouvoir caractériser qu'est-ce qui rentre dans le bassin à retenue permanente. De façon un petit peu plus précise là, pour la méthodologie, en fait, vous voyez un petit peu les eaux de ruissellement, comment on fait pour récolter ça. C'est très high-tech. Vous pouvez voir, donc on s'arrange finalement selon les sites. On se bricole des façons pour pouvoir collecter de l'eau de ruissellement. Puis de l'eau, évidemment, à la sortie des conduites, on peut la récolter un petit peu plus facilement. Puis dans notre cas qui nous intéresse, on avait aussi installé de l'équipement pour faire le suivi hydrologique, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, on pourra répondre à des questions par la suite. Donc, méthodologie pour la qualité de l'eau, pour voir l'efficacité de traitement des cellules de biorétention et du bassin à retenue permanente. On a fait ce qu'on appelle la méthode de l'échantillonnage composite. Ça veut dire que pour chaque événement de pluie, on a récolté des échantillons d'eau qui rentrent, plusieurs échantillons d'eau qui rentrent dans la cellule de biorétention. On a tout mélangé ça à la fin pour avoir un échantillon représentatif de l'événement pluvieux. Même chose pour l'eau qui sort. Puis ici, ça vous donne une idée, là, juste de façon visuelle, de comment l'eau en amont de la biorétention, donc ça, ce brun ici, c'est de l'eau qui avait ruisselé sur le parking qui rentrait dans la biorétention. Et ici, le petit beige, un petit peu moins brun finalement, c'est l'eau qui sort de la cellule de biorétention. Fait que déjà, on voit qu'il y a un certain traitement. Visuellement, on voit bien qu'il y a une amélioration de la qualité des eaux. Fait que des résultats un petit peu plus quantitatifs maintenant. Un tableau avec beaucoup de choses, mais attendez, regardez-le pas en détail tout de suite. Je vais vous guider vers ce quoi j'aimerais qu'on regarde ensemble. Donc, premièrement, dans ce tableau-là, ce sont les réductions des concentrations en divers contaminants pour deux ouvrages de traitement, c'est-à-dire, premièrement, les premières lignes du tableau, on va regarder les différences de concentration entre l'eau de ruissellement, point 1, et ce qui sort des cellules de biorétention, le point 3. Donc, ça, c'est pour les premières lignes du tableau. Pour les autres lignes par la suite, on va regarder la différence entre ce qui rentre les eaux de ruissellement et ce qui sort finalement du bassin à retenue permanente et s'en va vers l'égout municipal. Donc, première chose, on voit aussi, ça, c'est des résultats détaillés pour un certain nombre de dates. On a 3 dates ici qui sont des dates que je qualifierais des dates en hiver. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'étudier ce qui se passe en hiver pour le contrôle à la source parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Là, je vais venir à ma petite figure. Là. Des gens disent oui, méthode de contrôle à la source a été étudiée ailleurs, ça fonctionne bien. Mais ici au Québec, on a l'hiver, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va bien infiltrer? Est-ce que ça va bien marcher? Donc, pour convaincre les gens d'installer des systèmes de contrôle à la source, ça prend beaucoup de résultats expérimentaux au Québec pour les convaincre que ça marche. Nous, on s'est rendu compte que ça marchait bien. Je vais vous présenter juste quelques exemples de résultats. Donc, 3 dates en hiver, 2 dates en, je dirais, été. Et j'aimerais ça qu'on se concentre premièrement sur l'enlèvement des matières en suspension. Donc, on voit bien qu'entre l'entrée et la sortie des cellules de biorétention, par exemple, pour le 19 février, on avait réduit la concentration de matière en suspension de 98 %. Donc, on voit bien, c'est en hiver, on arrive vraiment à améliorer la qualité des eaux, même en hiver, des eaux de ruissellement. Donc, la qualité des eaux qui, éventuellement, va être rejetée vers le cours d'eau récepteur. Ce qu'on peut voir aussi, si on regarde en bas, donc ça ici, c'est à la sortie des cellules de biorétention.
Mais si on voit la sortie du bassin à retenue permanente, on peut voir qu'il n'y a pas eu une nette amélioration de la qualité des eaux. 98 versus 98, c'est la même chose. 91 versus 85, ça veut dire que le bassin a relâché des matières en suspension. Donc, ce qu'on peut conclure rapidement là, de ces résultats-là, c'est que si on a déjà des cellules de biorétention qui déjà traitent très bien nos eaux pluviales, d'un point de vue qualité de l'eau, ça ne vaut peut-être pas la peine de rajouter un bassin à retenue permanente après. D'un point de vue hydrologique, ça va valoir la peine, mais strictement qualité de l'eau, peut-être pas. Donc, j'ai oublié de décliner quels sont les divers contaminants ici. MES, c'est matière en suspension, DCO, demande chimique en oxygène, azote total, phosphore total, l'ADBO 5 jours, plomb, cuivre, zinc. Ici, c'est les hydrocarbures, c'est 10-150, et le sodium. Donc, cette belle amélioration de concentration, on l'a observé pour la plupart des contaminants, sauf azote et sodium, dont je vais parler un petit peu. Donc, pour l'azote, on voit pour certains événements des performances négatives. Performance négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus d'azote qui sort des cellules de biorétention de ce qui rentre dans les eaux de ruissellement. Ça peut s'expliquer de différentes façons. Ça peut être, par exemple, les plantes qui sont sur place et qui se sont décomposées. Mais ce qu'on soupçonne aussi, nous, fortement, c'est qu'il y a même eu un apport d'engrais azotés pour favoriser la croissance des plantes. Donc, ça nous met en lumière là, toute l'importance de... C'est bien beau construire des cellules de biorétention, mais il faut s'assurer que les gens qui font l'entretien de ces cellules-là soient au courant de à quoi ça sert et comment il faut les entretenir de façon adéquate. Après ça, on va aller à l'autre bout du tableau, sodium. Là, vous voyez, wow, non seulement des performances négatives, donc il y a plus de sodium qui sort de sodium qui entre, mais des performances négatives très, très élevées. Donc, ça veut dire beaucoup plus de sodium qui sort du drain de la biorétention que ce qui rentre. Comment ça s'explique ça? Mais ça, c'est la même chose qui a été étudiée dans des sols naturels. C'est que si on met du sel de déglaçage sur le parking, ces sels de déglaçage vont ruisseler dans la cellule de biorétention, va s'accumuler dans le sol souterrain et toute l'année, ce sel-là accumulé va être lessivé dans les eaux de drainage. Donc, même en septembre, vous voyez, on a encore un gros apport de sodium là, qui provient du substrat des cellules de biorétention. Donc, ça, c'est des choses aussi qui ont été étudiées dans les sols naturels. Et encore une fois, ça nous parle sur l'entretien. Si on a des cellules de biorétention, bien, peut-être qu'on ne devrait pas mettre de sel dans notre parking. Devrait-on mettre du sable plutôt ou des pierres? Oui, mais si c'est le cas, ça va amener beaucoup de matière en suspension peut-être vers nos cellules de biorétention. Donc, il faudrait s'assurer d'avoir des fosses de sédimentation et autres. Donc, s'il y a des questions là-dessus, je pourrais y répondre par la suite. D'un point de vue température, c'est intéressant aussi, je vais passer vite parce que je veux passer à l'autre exemple aussi, avoir le temps. Ici, ce qu'on a représenté, c'est la température de l'air, donc des journées qui ont été chaudes puis par la suite très froides, vous voyez jusqu'à moins 25. La pluie, quand il faisait chaud, il a plu. Et ici, c'est des mesures de température qu'on a prises dans le sol des biorétentions. Donc, vous voyez que même quand il faisait très froid, jusqu'à moins 25, moins 30, le sol de la biorétention était autour de 0 à 20 cm. Donc, en mettant un petit couvert de neige, mais pas trop sur la biorétention, ça empêche le sol de geler, ce qui permet que quand il se met à pleuvoir, bien, le sol va être prêt à infiltrer les eaux, même en période hivernale. Donc, étant donné que le temps file, on n'a pas beaucoup de temps, je conclus pour cette partie-là de la présentation. Type de contrôle, de méthode de contrôle qu'on a vu, contrôle à la source, qui permet, vous avez vu, d'améliorer la qualité des eaux. Évidemment, si on entretient puis on utilise ces ouvrages-là de façon adéquate. Donc, dans le reste de la présentation, ce que je vais vous présenter, c'est comment, en ajoutant du contrôle ici avant le rejet, on peut encore améliorer encore plus la qualité des eaux qui vont finalement être rejetées au cours d'eau. Donc, l'exemple que je vais vous présenter, c'est le contrôle dynamique en temps réel des débits de sortie des bassins d'orage. Donc, qu'est-ce qu'on entend par contrôle dynamique en temps réel? C'est tout simplement d'utiliser toutes les données qu'on a. Ça peut être des mesures, ça peut être des observations historiques, ça peut être des prévisions, ça peut être plein de choses. D'utiliser tout ça. Puis, en fonction d'un objectif qu'on a à atteindre, en fonction de ces données-là, on va donner diverses consignes à différents activateurs. Donc, sur la figure suivante, je vais vous présenter des exemples de ce que ça pourrait être chacun de ces choses-là. On pourrait avoir, par exemple, des données pluviométriques, des prévisions de pluie, des données de qualité de l'eau, de niveau d'eau, etc. Puis, en fonction d'un objectif qu'on veut atteindre, que je vais vous détailler tout à l'heure, on pourrait utiliser toutes ces données-là pour déterminer quel devrait être le débit à la sortie de mon bassin ici, par exemple.
Fait que ça, le contrôle dynamique en temps réel, c'est pas nouveau. En gestion des eaux urbaines, c'est utilisé depuis très longtemps, notamment dans les stations d'épuration des eaux usées. Donc, Peter pourrait vous en parler très longuement. Notamment aussi dans les réseaux d'égouts unitaires. Dans les années 80-90, l'INRS aussi a beaucoup travaillé là-dessus pour minimiser les volumes débordés en temps de pluie. Puis, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu plus nouveau, en ce sens que c'est une application dans les réseaux d'égouts séparés. Donc, les résultats qui vont être présentés, c'est les résultats de la thèse de Shadav-Shishegar. Donc, si vous êtes particulièrement piqué ou intéressé par la présentation aujourd'hui, vous allez pouvoir assister à la présentation de la soutenance de thèse de Shadav qui a lieu le 20 juillet. Donc, sur cette petite parenthèse, qu'est-ce qui a été fait dans les travaux de thèse de Shadav? C'est qu'elle a développé une approche pour venir contrôler le débit à la sortie d'un bassin sec. Vous vous souvenez, j'avais parlé ici d'un restricteur de débit qui limite le débit à la sortie. Mais on pourrait aller plus loin. On pourrait mettre un ouvrage automatisé ici puis dire, bon, on va le fermer des fois on va l'ouvrir, puis en fonction de différents objectifs qu'on veut atteindre. Donc, son approche vise à déterminer le débit qui va sortir du bassin d'orage, et non pas d'un seul bassin d'orage, mais de plusieurs bassins qui vont se déverser sur un même tronçon de rivière. Donc, débit de sortie des bassins qu'on va venir contrôler. Pour faire quoi? C'est là la difficulté parce qu'on a différents objectifs qui sont un peu contradictoires parfois, souvent même. On veut réduire les débits qui sont rejetés au cours d'eau. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, pour éviter les inondations, pour éviter l'érosion, et ainsi de suite. On veut aussi améliorer la qualité des eaux rejetées. Comment on va faire ça? C'est en retenant l'eau dans le bassin. Donc, avec un certain temps de rétention, les eaux vont avoir le temps de décanter, matière en suspension se dépose, toute la pollution particulière également. Puis, évidemment, on veut éviter que nos bassins débordent. Qu'est-ce qu'on utilise comme données pour faire ça? Des données de pluie historiques, des prévisions de pluie aussi, et évidemment, toutes les caractéristiques du réseau de drainage et aussi de la superficie qui draine. Donc, concrètement, mathématiquement, mais brièvement, comment est-ce que ça se passe? Le choix qui a été fait par Shadav pour faire ce contrôle qui a différents objectifs, je vous rappelle, dont certains qui se contredisent un peu. On veut retenir l'eau, mais en même temps, on veut qu'il y ait assez de place dans le bassin pour capter le prochain événement de pluie. Donc, on ne veut pas que ça déborde non plus. Donc, ce qu'elle a choisi de faire, c'est vraiment une approche hybride où elle a une approche qui combine du contrôle optimal, donc basé sur l'optimisation, combiné à un contrôle à base de règles. Donc, supposons qu'on se place ici, à santé égale 0, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, l'algorithme va aller déterminer pour les prochains 30 minutes, donc qui est notre horizon de contrôle, quels devraient être les débits à la sortie de nos différents bassins, de façon à minimiser la somme de ces débits. Là, que les variables qui sont ici, c'est juste pour empêcher le mouvement de vannes qui est au ferme à chaque pas de temps. On pourra en parler s'il y a des questions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut minimiser le débit qui sort de tous mes bassins sur mon système. Pourquoi? Bien, pour éviter l'érosion, pour éviter les inondations, et ainsi de suite. Donc, notre système, la fonction objective, c'est celle-ci. Puis évidemment, on a toutes les contraintes du système physique, on ne veut pas déborder, ainsi de suite, etc., etc. Donc, à temps t égale 0, on détermine tous les débits qui devraient sortir pour les 30 prochaines minutes pour minimiser la somme des débits de sortie. Ensuite de ça, c'est le contrôle à base de règles qui entrent. Et lui, il va aller regarder, qu'est-ce qui se passe, quelle est la pluie attendue pour les 48 prochaines heures. Et là, il va dire, OK, en fonction de la pluie qui arrive, sachant que je ne veux pas que mon bassin déborde, donc il faut qu'il y ait de la place pour la pluie qui s'en vient, est-ce que je serais capable de retenir l'eau sur place entre 20 et 40 heures pour favoriser la décantation des matières en suspension puis améliorer la qualité de l'eau? Donc, pourquoi entre 20 et 40 heures? Notamment, il y avait Valais à l'Université Laval qui avait démontré, avec Peter et Geneviève, qu'après 20 heures, on avait 80 d'enlèvement des matières en suspension. Et après 40 heures, il n'y avait pas beaucoup d'amélioration parce que c'était juste les particules fines qui restaient là. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi un temps de rétention entre 20 et 40 heures. Donc, les résultats que je vais vous présenter, c'est des résultats qui ont été obtenus sur un bassin urbain réel, un bassin de drainage urbain réel, pardon. Sur le schéma ici, on voit toutes les conduites en jaune. C'est la schématisation du modèle SWIM, les sous-bassins. Puis, on voit que ce secteur-là, il y a 4 exutoires. Donc, 4 exutoires qui se jettent dans le même tronçon de cours d'eau. Et voilà, alors l'algorithme de contrôle va décider quels devraient être les débits qui sortent de chacun de ces bassins d'orage qui sont situés à chacun des exutoires. Donc, l'exemple de résultat que je vous présente, c'est pour la série pluviométrique de 2013, de mai à novembre.
Pour cette série pluviométrique-là, si on utilise un temps interévénement de 6 heures, ça nous donne 74 événements de pluie sur la saison. Dans l'exemple que je vous présente, on suppose des prévisions parfaites, c'est-à-dire qu'on va prendre les observations comme étant nos prévisions. Okay? Shadab a aussi regardé quel est l'impact de l'incertitude sur les prévisions, mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc, on prend ces pluies-là, on utilise le modèle SWIM qui est très utilisé en hydrologie urbaine pour, à partir de la pluie, déterminer qu'est-ce qui va arriver à chacun des exutoires, c'est nos données d'entrée. Et après, l'algorithme de contrôle va utiliser ces débits qui rentrent dans chaque bassin pour calculer les débits qui devraient sortir. Avec l'objectif, je vous rappelle, de réduire les débits totaux, améliorer ou accroître le temps de rétention, puis évidemment, éviter les débordements. Donc, un exemple de résultat pour un événement pluvieux, qu'est-ce qu'on obtient? Donc ici, en haut, ce sont les résultats pour chacun. Vous vous souvenez, il y a 4 exutoires sur ce bassin de drainage-là, donc exutoire A, B, C, D. Il y a un bassin d'orage à chaque exutoire. En bleu, on a tracé la pluie en axe inversé, donc qui est la même pour chaque bassin parce que le secteur est tellement petit qu'on a utilisé le même pluviomètre. Et en noir, c'est le débit qui sortirait du bassin si on était dans la situation, je dirais, actuelle où on fait juste un contrôle statique des débits, on a un régulateur de débit, puis il n'y a pas de vanne automatisée ou il n'y a pas de contrôle vraiment dynamique qui se fait à la sortie. Donc, quand il pleut, qu'est-ce qui arrive? Il y a de l'eau qui arrive dans le bassin, puis cette eau-là, en noir, on voit qu'elle va sortir du bassin, elle va s'en aller dans le cours d'eau. Il pleut une autre fois ici, même chose. Il y a de l'eau qui arrive, puis il va y avoir un petit décalage peut-être, mais cette eau va principalement pas beaucoup être retenue dans le bassin, il va s'en aller vers le cours. En vert, ce sont les débits de sortie des bassins qui ont été déterminés par l'algorithme de contrôle de Shadab. Donc, par exemple, ici, il pleut. Là, on dit, ah, je vais fermer la vanne à la sortie de mon bassin. On voit que le volume d'eau, évidemment, il y a un volume d'eau qui s'accumule dans le bassin. Et puis là, rendu ici, on dit, oups, il y a un événement de pluie qui s'en vient. Je vais vider mon bassin. Donc, débit de sortie avec un volume qui descend parce que je veux faire de la place pour l'événement pluvieux qui s'en vient. Donc, un autre événement pluvieux qui arrive, pardon. L'eau va s'accumuler dans le bassin parce qu'on va refermer la vanne. Et après la rétention de 40 heures pour cet événement-là, on va dire, bon, bien, ça fait assez longtemps que l'eau est là, le traitement a été effectué, donc je vais pouvoir faire sortir. Donc, ici, ça, c'est les résultats pour un événement de pluie, là, pour les 4 bassins. Et ce qu'on voit en bas, c'est les résultats pour le total des 4 bassins. C'est surtout ça qui nous intéresse, hein, c'est le débit total qui sort des bassins, parce que c'est tout ça qui s'en va dans le cours d'eau récepteur. Puis, on voit bien aussi, encore une fois, là, que le débit total a été grandement réduit grâce à l'algorithme dynamique. Puis, on arrive à décaler aussi les débits de sortie pour chaque bassin. Donc, ça nous permet de réduire le choc hydraulique sur le cours d'eau. Ça nous permet de garder l'eau dans les bassins pour améliorer la qualité. D'un point de vue plus quantitatif, je rappelle que c'est les résultats pour la saison 2013 où on avait 74 événements de pluie. Je vais passer ceux-là parce que le temps file. Si je regarde les résultats de temps de rétention, 74 événements pluvieux. Donc, sur ces 74 événements pluvieux, par exemple, pour l'exutoire A, on est arrivé à avoir un temps de rétention moyen de 26 heures, écart type de 13 heures sur les 74 événements. 24 heures en moyenne au bassin B, 17 heures au bassin C, 18 heures au bassin D. Donc, on était très contents de ces résultats-là parce que on se rappelle qu'avec un temps de rétention au-dessus de 20 heures, bien, ça nous permet d'avoir une réduction, on s'attend à une réduction de plus de 80 % de la concentration en matière en suspension. Pourquoi le temps de rétention ici est plus court? Obtenu est-il plus court? Tout simplement que les bassins qui sont là sont plus petits. Donc, quand il y a un événement de pluie qui s'en vient, bien, il faut plus rapidement vider le bassin pour qu'il y ait de la place pour l'événement pluvieux suivant. Puis, notamment pour cet exemple-là, on n'a eu aucun débordement des bassins là, pour le scénario que je vous présente aujourd'hui. Donc, on n'avait quand même pas beaucoup de temps, puis je voulais vous présenter ces 2 exemples-là que je trouvais très intéressants parce que ça nous montre comment on peut combiner différents types d'approches pour améliorer la qualité de l'eau de ruissellement en milieu urbain. Donc, on a vu comment c'était possible par le contrôle à la source. Dans l'équipe, avec Geneviève et Paul, on poursuit beaucoup de travaux de suivi là, sur d'autres types de contrôle à la source à travers le Québec. Puis avec les données récoltées, bien, ça nous permet d'optimiser les conceptions de ces ouvrages-là, de donner des conseils aussi pour l'entretien. On étudie aussi la performance hydrologique que je n'ai pas eu le temps de présenter aujourd'hui. On étudie beaucoup ce qui se passe en hiver. Puis la performance hydrologique aussi est intéressante à documenter parce que ça va nous permettre, les ouvrages de contrôle à la ressource, de réduire la quantité d'eau qui est envoyée en réseau. Donc, même dans un réseau unitaire, ça peut être bénéfique parce que ça va nous réduire la performance des débordements.
Donc, juste pour conclure, là, en fait, ce que je vous ai présenté rapidement, différents types de méthodes pour améliorer la qualité des eaux. Puis, ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est qu'il faut intégrer plein de méthodes. Il faut y aller à différentes échelles, à l'échelle du lot, à l'échelle de la ville, à l'échelle du quartier, contrôle à la source, en réseau, en fin de réseau. Puis, si on veut arriver à avoir une amélioration optimale de nos qualités des eaux de ruissellement. Et j'aimerais évidemment remercier très, très, très chaleureusement mes proches collaborateurs qui ont travaillé sur ces projets avec moi, Geneviève Paul, les étudiantes, et évidemment les gens qui ont rendu ces projets possibles, soit par le partage de données ou par le partage d'argent pour nous permettre de payer nos étudiants et nos équipements. Alors, merci à tous.